Bonjour, bonjour à toutes et tous et merci d'être si nombreux dans cette salle, c'est impressionnant et ça fait plaisir à voir. L'actualité des derniers jours donne à ce débat, à cette rencontre, une acuité, je dois dire, assez inattendue et exceptionnelle. Si je prends pêle-mêle tout ce qui est venu alimenter le sujet de cette rencontre, vous avez les survols de drones qui ont fermé des aéroports. Encore hier soir, l'aéroport de Munich a été fermé par des drones non identifiés, mais qu'on soupçonne fortement d'être russes. La France a arraisonné un pétrolier fantôme, c'est l'appellation officieuse, mais un pétrolier fantôme russe qui est aujourd'hui dans le port de Saint-Nazaire et le capitaine est en garde à vue et qui est soupçonné d'avoir été la rampe de lancement des drones qui ont fermé l'aéroport de Copenhague la semaine dernière. Au début de la semaine, il y avait le Conseil européen de Copenhague. La France a envoyé un hélicoptère anti-drone et un système de brouillage pour aider à sécuriser la capitale danoise pendant que 27 chefs d'État et de gouvernement venaient s'y réunir. Et la première ministre danoise, Madame Frederiksen, a déclaré que c'était l'heure la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc on est dans un climat qui est assez anxiogène, évidemment, et qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on apporte des explications du sens et peut-être de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le continent. J'ajoute à ça évidemment la déclaration de Poutine il y a 48 heures qui promet une réponse déterminée à... Comment ? Convaincante, pardon, oui. Le mot est important. Une réponse convaincante à ce qu'il appelle la militarisation croissante de l'Europe. Donc voilà, on est dans ce climat et je pense que nos deux invités cet après-midi vont pouvoir apporter un certain nombre d'éclairages, d'explications, de contextualisation qui sont très importantes pour ne pas céder à ce flux anxiogène d'informations. Alors Anna Colin-Lebedev, d'abord je rappelle que vous êtes née à Moscou, ce qui n'est pas indifférent à votre spécialité qui sont les mondes post-soviétiques. Vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'université de Nanterre et vous avez écrit 2 livres qui nous concernent aujourd'hui. L'un en 2022, donc peu de temps après l'invasion à grande échelle, il ne faut pas oublier ces mots clés, de l'Ukraine, qui est Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, c'était au Seuil en 2022, et plus récemment, Ukraine, la force des faibles, de nouveau au Seuil. Michel Fouché, géographe et diplomate et essayiste. Vous avez une longue carrière à la fois dans l'enseignement, dans la recherche, mais aussi comme diplomate, comme conseiller de plusieurs ministres et gouvernements, comme ambassadeur en Lettonie, si je ne me trompe. Voilà. Et si je dois citer 2 livres, le dernier, Arpenter le monde, qui a été publié aux éditions de l'Aube, et le Retour des frontières en 2016, publié aux éditions du CNRS. Alors, pour commencer, je me tourne vers Anna parce que vous m'avez offert une introduction sur mesure parce que je suis tombé tout à l'heure sur un post sur LinkedIn écrit par Anna Colin-Lebedev qui trouve que l'intitulé de cette rencontre, c'est-à-dire l'Europe face au conflit russo-ukrainien, face au conflit, ouais, et comme vous l'écrivez, est une formule qui convient très bien au pouvoir russe. Il est important d'en prendre conscience et je pense que nous le ferons au cours de cette discussion. Donc, commençons par le faire, c'est-à-dire de quoi cette guerre est-elle le nom selon vous et que cet intitulé, disons, décrit mal. Merci beaucoup, Pierre. Comment influencer le déroulement d'une rencontre avant même qu'elle ne commence? Merci beaucoup aux organisateurs de nous offrir cet espace pour réfléchir à ce sujet important avec vous. Alors, c'est vrai que
je pense que nous sommes dans une situation où il faut être particulièrement attentif à la manière dont on désigne des choses, puisque la terminologie choisie façonne les représentations façonnent les décisions et les peurs et les anticipations. Et c'est vrai que pour moi qui travaille sur la guerre qui se déroule sur le territoire ukrainien depuis 2014, j'ai été frappée à plusieurs reprises de la difficulté qu'on avait dans nos pays européens et notamment en France, en fait, à désigner les événements. Et avoir une difficulté à désigner les événements, ça traduit très clairement aussi une difficulté d'interprétation, mais aussi d'acceptation en fait d'un certain nombre de choses qui arrivent. Vous voyez, entre 2014 et 2022, cette guerre qui était un peu sous le radar était plutôt désignée. Elle était désignée parfois conflit russo-ukrainien, parfois non, même pas. La guerre était désignée entre 2014 et 2022, conflit dans le Donbass ou crise dans le Donbass. Parler de conflit dans le Donbass et de crise dans le Donbass, d'une part, ce sont des mots pratiques pour ne pas dire guerre. Et là aussi, ça correspondait très bien à la volonté qu'avait la Russie de présenter ce qui était en train d'advenir, c'est-à-dire quelque chose qui était une crise, une instabilité interne à l'intérieur de l'Ukraine, où la Russie n'était pas un acteur, alors que ses forces armées étaient engagées en réalité sur le territoire ukrainien, et que non, on n'était pas du tout en présence d'un conflit armé. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'évite le terme guerre, même si je pense que nous l'avons évité dans l'intitulé de cette table ronde en parlant de conflit. Et parler de conflit, je dirais, cela nous permet d'éviter un peu d'esquiver l'asymétrie flagrante en fait de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une agression armée dans laquelle il y a un État agresseur, la Russie, et puis un État agressé qui est l'Ukraine. Parler de conflit, ça veut dire il y a deux parties, ils ont un truc à régler entre eux, et quelque part ça met aussi en équivalence l'agresseur et l'agressé, et ça permet de minimiser ce qui se passe également. Et puis parler même de guerre russo-ukrainienne, cela permet une fois de plus d'encapsuler et de confiner en fait ce qui est en train d'arriver à la relation entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est vrai que la Russie, ça nous paraît loin, et l'Ukraine, ça nous paraissait plus loin encore. L'Ukraine était extrêmement absente de nos cartes mentales avant 2022, et plus encore avant 2014. C'était voilà. Je pense qu'on a quand même progressé là-dessus. Mais je dirais que si on parle de guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre qui se déroule loin. Et c'est aussi ne pas faire attention à la manière dont la Russie elle-même présente ce qu'elle est en train de faire en Ukraine, la manière dont elle en parle et la manière aussi dont elle agit. Nous avons parlé de ces différents événements, les présences de drones, mais aussi à certains moments, au-delà des frontières de l'Ukraine. La Russie dit depuis le début de cette invasion à grande échelle, depuis 2022, que si l'Ukraine est attaquée, c'est en tant que vassale de l'Occident. La Russie agit par différents moyens, non seulement pour affaiblir l'Ukraine, mais également pour fragiliser et affaiblir les sociétés occidentales. Pas forcément par des armes conventionnelles, même si bien évidemment avec les drones, aujourd'hui on se pose légitimement cette question, mais surtout par un ensemble de moyens qui sont à sa disposition pour déstabiliser nos sociétés de l'intérieur, faire en sorte que les institutions s'effondrent d'elles-mêmes, que la confiance des populations se délite, que notre perception de notre capacité à faire quelque chose dans cette guerre diminue, mais aussi que cette guerre nous paraisse loin.
tellement loin qu'au final, on se démobilise, qu'on l'encapsule quelque part à l'est de l'Europe, très très loin de nos frontières. Donc c'est à ça que j'ai été un peu sensible en réfléchissant à cette formulation et en me disant l'Europe face au conflit russo-ukrainien, finalement c'est une formule qui conviendrait bien à Moscou et qu'on aurait tout à fait intérêt à prendre de manière assez critique. Merci de cette introduction qui permet de mettre les concepts en place et les mots en place. Michel Fouché, comment, selon vous, faut-il lire ce conflit ? Puisque nous sommes dans un festival international de géographie, il faut ouvrir la boîte à outils des géographes. Et dans la boîte à outils des géographes, il y a 2 outils. Il y a les échelles et il y a les représentations. Ce que j'ai appelé dans un livre Gallimard, malheureusement épuisé, Ukraine-Russie, la carte mentale du duel. Et Anna vient de parler des représentations. Et c'est vrai qu'en Russie, il y a une vieille tradition de propagande qui est encore plus efficace aujourd'hui, puisqu'il y a une doctrine russe, la doctrine Gerasimov, qui insiste autant sur la guerre informationnelle que sur la guerre sur le champ de bataille. Moi, je m'intéresserai aux échelles. Il y a 3 dimensions. Il y a en effet une guerre d'agression de la Russie, du Kremlin et des élites russes contre l'Ukraine, dont l'objectif est tout simplement d'annuler, d'éliminer toute possibilité d'existence d'un État-nation ukrainien libre, souverain, indépendant et libre de ses alliances et de ses appartenances. Pour aller à la conclusion, cet objectif de destruction n'a pas été atteint et ne le sera pas. L'État-nation ukrainien a gagné son émancipation dans la souffrance, dans la douleur, dans tout ce qu'on connaît, même si ça ne sera pas sur l'ensemble du territoire, mais ça c'est un fait acquis, y compris pour nous, Européens de l'Ouest et du Centre, qui sommes aux premières loges, mais pas en première ligne. Ça c'est la première dimension. Et donc l'objectif actuel qui a redoublé depuis la fameuse rencontre, le show en Alaska, hein, ça a redoublé. J'ai fait les comptes, septembre 2025, après le 15 août, 6900 drones lancés sur l'Ukraine en un seul mois, 3600 missiles de croisière, en partie iraniens, mais aussi balistiques. Cette nuit, la nuit dernière, 37 missiles balistiques, 381 missiles Shahed iraniens, 303 drones. La moitié a été interceptée, les 3/4. Le but, c'est de détruire les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et maintenant les centres de commandement des chemins de fer avant l'hiver. C'est toujours la guerre de l'hiver. Ça, c'est la première échelle. La deuxième échelle, c'est le continent européen. C'est remettre en cause la perte d'influence de Moscou sur l'Europe centrale, baltique, orientale et balkanique. C'est en même temps refuser l'OTAN et accentuer les divisions entre l'Union européenne et les États-Unis. Et il y a en effet des failles à exploiter provoquées par ce qui se passe, les errements de la Maison-Blanche. Et puis il y a une troisième échelle qu'il ne faut jamais négliger dans la longue durée. C'est l'échelle internationale, mais dans le cas de Moscou, c'est l'échelle bilatérale Moscou-Washington. Le Kremlin utilise aussi, c'est un billard à plusieurs bandes, l'Ukraine pour discuter, pour retrouver des formats de discussion avec les États-Unis que le président américain leur a offert à Anchorage le 15 août en réhabilitant la Russie en quelque sorte. Et en fait, ça c'est important de réfléchir. On fait la guerre pour des questions de statut, beaucoup plus que des questions de ressources et de territoire. Je laisse de côté la première échelle russo-ukrainienne. On fait la guerre pour éliminer l'Ukraine. Mais on fait aussi la guerre pour retrouver son statut. Or,
et vous le savez bien ici parce que nos inspecteurs généraux qui sont au premier rang ont organisé depuis des années des conférences sur la mondialisation. Le grand bénéficiaire de la mondialisation, c'est la Chine. Le PNB de la Chine est 11 fois plus important celui que la Russie, alors qu'ils étaient le même en 1991. La perte de statut de grande puissance de la Russie, c'est pas nous, c'est la Chine. Et donc, ils utilisent Trump pour retrouver un statut, et la guerre d'Ukraine est instrumentalisée, parce qu'en Alaska, ils ont parlé bien d'autre chose. Et Poutine dit, on va parler du Proche-Orient, on va parler de la prolifération nucléaire, de START, etc. Donc il y a 3 échelles. Vraiment, c'est très très important de les distinguer, en sachant évidemment que la plus importante, et qui nous concerne nous, c'est l'échelle 1 et l'échelle 2. Parce que c'est une guerre en Europe, contre l'Europe. D'ailleurs, tous les propos du Kremlin depuis l'arrivée de Trump 2 sont dirigés à la fois contre l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas considérée comme une entité existante avec un président illégitime, n'est-ce pas? C'est une entité illégitime, temporaire. Lisez Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, là-dessus. Et donc, on est vraiment, pour l'instant, aux premières loges. Il faut peut-être qu'on pense à la suite. Merci. Le tableau est bien brossé. Anna Konal-Lebedev, tout à l'heure, vous avez dit que Poutine vend cette guerre comme une guerre contre l'Ukraine vassalisée par l'Occident. Donc l'ennemi, c'est l'Occident. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur les opinions publiques en Russie, aussi sur les mouvements de résistance à l'intérieur de la Russie, notamment au moment de la guerre de Tchétchénie, les comités de mères de soldats, etc. Est-ce que l'opinion russe achète cette version? C'est-à-dire, est-ce que les Russes ont le sentiment qu'ils sont en guerre avec nous? C'est compliqué aujourd'hui de parler avec certitude en fait de l'état de la société russe, dans la mesure où précisément il n'est plus véritablement possible de faire des enquêtes comme on le voudrait sur place. C'est à la fois très dangereux pour nos interlocuteurs et c'est aussi, je dirais, dans un contexte autoritaire de plus en plus compliqué. Et néanmoins, on peut observer un certain nombre de choses. La première, c'est que le pouvoir russe a eu une stratégie très rusée au début de l'invasion à grande échelle, sur l'année 2022, une stratégie de frontières ouvertes. C'est-à-dire qu'à la fois la Russie lançait une guerre, la Russie au bout de quelques mois a lancé une mobilisation militaire de sa population masculine, qui ont provoqué une grande crainte dans la population, mais le Poutine a lancé dès les premiers jours de la guerre, a mis en place une législation encore plus répressive à l'égard de tout discours critique contre la guerre, dès début mars, en fait, 2022, tout en laissant les frontières ouvertes, et donc a provoqué le départ d'une grande partie en fait de cette tranche de la population russe qui était activement engagée dans l'opposition à la guerre, qui était politisée, qui était opposée au pouvoir et qui s'était maintenue en fait dans le pays auparavant, mais désormais c'était plus possible. C'était soit la prison, soit on partait. Et donc en fait, tous ceux qui étaient susceptibles de contester ont été quelque part incités à quitter le pays. D'autre part, la Russie le pouvoir russe a fait en sorte que conduire la guerre puisse devenir avantageux, et ça, il n'est pas arrivé tout de suite, mais je dirais, au bout de quelques temps, oui, que ça devienne avantageux pour toute une série de franges de la population. Pour les soldats qui s'engagent pour partir au front, aujourd'hui, les Russes ne sont pas mobilisés de force, mais certains sont mobilisés de force, notamment lorsqu'il s'agit de conscrits, de jeunes gens qui font leur service militaire et qu'on force à signer un contrat pour continuer et pour partir sur le front. Mais pour l'essentiel, en fait, il s'agit de personnes qui viennent d'elles-mêmes se faire recruter dans les forces armées contre des soldes extrêmement avantageuses, qui les font vraiment changer de catégorie sociale. Ils ont vraiment l'impression de toucher le pactole, que leur famille s'en sortira très bien et que s'ils meurent, leur famille s'en sortira encore mieux. Et donc, quelque part, d'une part, la guerre devient un avantage, une possibilité
gagner une place valorisante dans la société et aussi de gagner pas mal d'argent. Et ça a également, je dirais, supprimé toute sympathie qu'il pouvait y avoir, ou toute compassion qu'il pouvait y avoir dans la population russe à l'égard de ces hommes qui sont envoyés dans ce que les Russes appellent une boucherie, qui meurent au front parce qu'ils l'ont voulu par eux-mêmes. La guerre est aussi de plus en plus avantageuse pour les milieux d'affaires parce que les commandes de l'État sont ce qui fait tourner l'économie aujourd'hui. Les commandes de l'État se sont recentrées énormément sur la conduite de la guerre. L'économie russe s'est rétrécie. Elle s'est rétrécie, mais dans ce rétrécissement, eh bien, ceux qui ont voulu jouer le jeu obtiennent aujourd'hui un certain nombre de rétributions financières, même si c'est fragile. Et pourtant, en dépit de tout cela, pour revenir à la question qui m'a été posée, la population n'est pas derrière le pouvoir politique dans la conduite de la guerre. Moi, je ne vois aucun signe qui permette de montrer, par exemple, que l'Europe, qui était un lieu plutôt de référence pour la population russe, ait perdu cette place. Ce que l'on observe plutôt, c'est une certitude de l'impuissance qui est partagée par une grande partie des Russes. Et donc la stratégie qui est choisie par beaucoup de Russes, c'est plutôt de faire des efforts, c'est pas du tout de la passivité, c'est très activement, par tous les moyens qui leur sont disponibles, essayer de ne pas remarquer cette guerre. Il y a une enquête qui est parue ce lundi, faite par un groupe de sociologues, de jeunes sociologues russes, qui font des enquêtes sous couvert, c'est-à-dire que les chercheurs ne se présentent pas comme chercheurs, et ils font toute une série d'observations, et là, l'équipe de sociologues sont allés dans les villes de la région de Koursk, villes et villages de la région de Koursk, région qui a été occupée par l'Ukraine et où en fait les alertes aériennes sont permanentes, où la guerre est présente au quotidien véritablement. On est à proprement parler sur la zone de front. Pour constater, et c'est complètement frappant, notamment pour moi qui travaille beaucoup sur l'autre côté, le côté ukrainien, c'est frappant de constater à quel point en fait la guerre va être... Alors, ce que les sociologues expliquent, c'est que la guerre est traitée par la population locale comme un phénomène météorologique, comme une tempête le serait. On ne peut rien faire contre la tempête. Il faut juste... Et ça ne sert à rien de parler de la tempête, ça sert encore moins d'émettre un jugement sur la tempête. Il faut juste essayer de se mettre à l'abri et attendre que cela se passe. Et plus encore qu'ailleurs en Russie, les Russes confrontés à la guerre, en fait, font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas la remarquer. Et je dirais, le jour où cette guerre se terminera, je suis prête à parier que beaucoup d'entre eux vont dire « mais sincèrement, je n'ai jamais été pour ». Et quelque part, ils ne mentiront pas. Ils ne sont pas pour, mais ils ne sont pas contre. Oui, c'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est ce qui explique que, contrairement au comité de maires de soldats dont vous aviez parlé il y a plus de 20 ans maintenant, on n'est pas ce genre de phénomène aujourd'hui, c'est-à-dire que effectivement, on ne la remarque pas ni positivement ni négativement. Par rapport aux années 1990 et 2000, le paysage médiatique a été nettoyé de tout média indépendant. Le paysage politique a été nettoyé de tous les acteurs politiques indépendants. Et si auparavant, lorsque les maires de soldats, par exemple, avaient rapporté un cas d'un soldat qui ne souhaite pas combattre en Tchétchénie et qui est maltraité par son unité militaire à cause de ça, qui fait l'objet d'exactions, de brimades, de tortures, etc., ils étaient relayés ça apparaissait dans la presse et ça circulait dans la population russe. C'était repris par un député et ça circulait dans le débat politique. Donc, dans l'espace public, vous aviez la possibilité de formuler des voix dissonantes. Aujourd'hui, vous avez des organisations, par exemple, de familles de mobilisés. Les mobilisés qui sont ces civils qu'on a retirés, sans aucune expérience combattante, qu'on a retirés de leur vie civile, qu'on a envoyés sur le front et qui y sont toujours. Plus de 3 ans plus tard. Ces familles de mobilisés font des manifestations, tiennent des blogs sur les réseaux sociaux,
qui sont totalement sous contrôle en fait du pouvoir russe, qui ne les laisse pas du tout se diffuser. Hein. La difficulté n'est pas tant d'avoir des voix contestataires, vous en avez toujours à l'intérieur du pays, mais c'est davantage dans la capacité de la Russie à contrôler en fait l'émergence d'une parole publique. Michel Fouché, l'un des sujets de débat dans nos sociétés, en Europe de l'Ouest en particulier, c'est la question, mais Poutine, est-ce que Poutine s'arrêtera à la frontière de l'Ukraine ou est-ce qu'il ira plus loin? C'est les incursions de drones en Pologne, etc. Qu'est-ce qu'elles veulent dire de son rapport à notre espace européen, OTAN? Selon vous, quelle est la manière d'appréhender cette question qui est complexe, parce qu'on a la rhétorique de Poutine, on a des actes, et en même temps, on n'a pas une vision de sa stratégie globale. Oui, peut-être que lui non plus. Hein. Il ne faut pas lui prêter une rationalité excessive. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas compris ce qui s'était passé le 22. Hein. Dans la plupart des milieux, on pensait qu'il ne le ferait pas parce que ce n'était pas rationnel. Mais on avait oublié de lire ce qu'il avait écrit dans un texte précédent de juillet 2021. Qui est toujours sur le site du Kremlin. Et qu'il a repris là, j'ai retrouvé au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Je considère les Russes et les Ukrainiens comme un seul et même peuple. Très bien. On pourrait dire que ça implique une certaine égalité. À ce titre, toute l'Ukraine est nôtre. Et il cite un proverbe russe sans ambiguïté. Là où un soldat russe met le pied, cela nous appartient. C'est lui qui a inventé ce proverbe. Hein. C'est lui qui l'a inventé. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, comme bon. Et dans la littérature, enfin dans la propagande, on ne parle pas de l'Ukraine, on parle de la Nouvelle-Russie, Novorossia, qui est un terme de Catherine II. C'est-à-dire, l'Ukraine n'existe pas. Celui qui était en charge des soi-disant négociations, c'est l'ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, qui est l'homme qui a réhabilité Staline et qui a réécrit, il y avait 67 manuels scolaires, il n'en a fait plus qu'un seul, à la demande de Poutine. Ils réécrivent complètement l'histoire et ils réhabilitent Staline. Le ministre des Affaires étrangères, qui est pourtant un vieux routard de la diplomatie multilatérale, Sergueï Lavrov, il est ministre depuis 2004, il arrive à Anchorage la veille, vous vous souvenez, il avait un t-shirt Union soviétique. Bon, c'était un message, c'est de la provocation, mais bon, c'est en permanence ça. Donc ça, c'est, si vous voulez, comme le disait Anna tout à fait au début, il faut que nous soyons extrêmement sensibles au narratif. Est-ce qu'il faut le contrer en permanence? C'est une question que j'ai posée à un collègue et ami qui est ambassadeur de France à l'OTAN, David Schwar, il y a quelque temps à Bruxelles. Et il dit, mais pourquoi on ne répond pas? Alors, il y a deux éléments de réponse. Alors, il y a une cellule qui travaille là-dessus. Le Quai d'Orsay, d'ailleurs, vient d'installer une cellule de contre-propagande, mais plus pour analyser que pour répondre. Parce que si on répond en permanence, m'a-t-on dit, tant à Bruxelles qu'à Paris, ben on fait le jeu. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'étais ambassadeur dans les pays baltes. L'ambassadeur de Russie, il y a 20 ans, disait, les Baltes, ils sont les prochains sur la liste. Et nous, on achète ça. Donc, il faut faire attention de dire que la prochaine étape, c'est les Baltes ou la Pologne. Il faut faire attention à ce discours, même s'il faut se préparer à ce scénario. Vous voyez, c'est différent de se préparer discrètement à ce type de scénario et en même temps en parler publiquement. Alors, ça c'est une question centrale, mais que je pose à la salle, chacun ayant son analyse et sa conscience. Qu'est-ce qui se passe pour nous si l'Ukraine perd, si l'Ukraine capitule, si on la laisse tomber? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Est-ce qu'on est dans une logique, comme dans les années 30, d'apaisement? Après tout, c'est pas grave. On va s'en sortir, on va trouver un cessez-le-feu, des accommodements. Comme disait Churchill, on va bien nourrir le crocodile en espérant d'être le dernier à être mangé. Ça, c'est l'apaisement. Je ne pense pas qu'on soit sur cette ligne-là. Dans mon village en Touraine, il y a un drapeau de l'Ukraine et pourtant ils votent Rassemblement national. Mais il y a un drapeau de l'Ukraine.
Donc on a bien compris ce qui se jouait, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Après, c'est la fameuse question des garanties de sécurité, mais peut-être on peut en parler, on parlera après. Alors, les garanties de sécurité, il y a la réponse de Sergueï Lavrov, mais c'est nous qui allons les donner, naturellement, les garanties de sécurité avec les Chinois, bien sûr. Il n'y a pas besoin de garanties de sécurité. À chaque fois qu'il y a des avancées, si vous voulez, du côté européen, il y a des contre-arguments de l'autre côté. N'en tenons pas compte, on y travaille, ça se prépare, ça ne se dit pas publiquement, les scénarios sont tous à l'étude, sont tous envisagés. Vous voyez, la difficulté, c'est que les dirigeants du Kremlin mentent tout le temps à leurs interlocuteurs. On a eu du mal à s'en rendre compte. Ils ont même menti aux Chinois. Et les Chinois le savent, certains Chinois me l'ont dit, des diplomates de haut niveau. Mais en même temps, des fois, ils disent les choses. Vous voyez, il faut faire la part des intentions. Il y a un travail à faire sur les intentions. Alors, si l'Ukraine capitulait, la doxa, c'est que Poutine ne s'arrêterait pas là. C'est ce qu'a dit récemment le chancelier Merz, en disant ça sera le tour des Baltes et des Polonais, et puis après, ça sera notre tour. Mais il dit ça, en fait, pour mobiliser une opinion publique allemande qui, pour des raisons sur lesquelles il n'y a pas besoin d'insister, est quand même tentée par le pacifisme et qui est réservé sur la conscription, la militarisation. Donc c'est plutôt à usage interne. Donc ma réponse, Pierre, c'est il faut envisager des scénarios en cas de capitulation de l'Ukraine qui reste l'objectif unique du Kremlin. Il faut s'y préparer. Ce n'est pas la peine d'en parler. Oui, mais on a une difficulté en Europe qui est quand même considérable. C'est qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a un nombre croissant, il faut bien le dire, puisque nous avons une élection en République tchèque ces jours-ci qui risque de donner une majorité à un parti qui veut arrêter d'aider l'Ukraine. C'est cette existence à l'intérieur de l'Union européenne de pays aujourd'hui aux mains de partis politiques qui sont indifférents ou complices de ce que fait la Russie. Mais ça ne se décidera pas à 27 à l'unanimité. C'est sûr-là. Le format actuel, c'est la coalition. En anglais, on dit coalition of the willing, c'est le vocabulaire de l'OTAN. C'est la coalition des volontaires. Et il y a les Norvégiens qui ne sont pas de l'Union européenne, il y a les Canadiens, les Australiens. Enfin, les Anglais. Il y a les Anglais qui jouent un rôle central parce que c'est une puissance nucléaire comme la France. Donc France et Royaume-Uni sont absolument leaders dans cette affaire parce qu'eux sont protégés. L'Allemagne est en train de changer complètement sous la direction du chancelier. Et puis si les Tchèques ce soir élisent un anti-ukrainien, très bien, d'abord, on verra. Mais on n'a pas besoin d'eux. Les Hongrois, ça compte pas, c'est 10 millions d'habitants sur 450 millions. Donc là aussi, il n'est pas nécessaire de parler hors d'Orban matin, midi et soir sur nos ondes. Vous comprenez? Donc je crois que là, il y a une vraie conscience en Europe du Nord, en Europe Baltique, en Europe centrale, en Europe occidentale, France, Royaume-Uni, de la nécessité de bâtir des garanties sérieuses de sécurité. Notre difficulté diplomatique est liée évidemment aux errements de la Maison-Blanche, l'aspect essuie-glace de la politique de Trump, plutôt de la rhétorique de Trump. Essuie-glace, on ne sait pas ce qu'il pense. Voilà. La difficulté, c'est est-ce qu'on envisage des déploiements? Le schéma, c'est on aide les Ukrainiens à tenir le front, ce qu'ils font. On peut avoir des forces des Nations Unies derrière, des Indiens, des Chinois, des je ne sais pas quoi, et derrière des troupes occidentales, en troisième ligne. Est-ce qu'on fait ça avant un cessez-le-feu ou après? Ça, c'est une vraie question qui est extrêmement compliquée. Si on fait ça avant un cessez-le-feu, on a besoin de ce qu'on appelle dans le jargon militaire un backstop américain. On a besoin d'un appui des États-Unis, essentiellement en termes de renseignement. On peut déployer des forces aériennes en Pologne et en Roumanie, des navires, on le fait dans la Baltique, la mer Noire, il faudra voir avec les Turcs. Au sol, c'est plus compliqué, mais il faut absolument qu'on protège, au fond,
le territoire tenu actuellement par les Ukrainiens. Les militaires, à ma connaissance, travaillent évidemment là-dessus. On a quelques difficultés institutionnelles comme d'habitude, savoir qui décide, quel est le rôle de la Commission européenne, quel est le rôle des capitales. Mais en gros, ça se joue entre Londres, Paris, Berlin et Varsovie. Les Polonais n'enverront pas de troupes au sol, les Allemands non plus, mais peut avoir des appuis logistiques. En fait, ça va revenir aux Français et aux Britanniques. Et donc, on travaille là-dessus. Oui, mais c'est compliqué de monter ce type de coalition. C'est là-dessus que les états-majors travaillent, avec le plus grand sérieux. Ils ont envisagé tous les scénarios. Mais moi, je ne crois pas, je vais le dire brutalement, je ne crois pas qu'on puisse gagner une guerre sans la faire. Donc c'est ça la difficulté. On ne veut pas la faire, mais on ne veut pas la perdre. Si on la perd, c'est très mauvais pour la sécurité de l'Europe. Donc où on trouve le curseur? Et donc le schéma, c'est de renforcer au maximum la capacité de défense de l'Ukraine. Ce que nous faisons aujourd'hui, les Européens sont beaucoup plus actifs en montant financier et en équipement que les Américains. Ça, c'est tout à fait prouvé par les instituts allemands. Donc on est actif. Et l'armée ukrainienne est aujourd'hui la plus puissante d'Europe. Et il y a même une coopération sur un certain nombre de domaines avancés. Voilà. Et quelquefois, les militaires disent les Ukrainiens font la guerre que nous, ils font la guerre à notre place, si vous voulez. Hein, c'est un peu cynique. Mais donc, la question, si vous voulez, la question militaire n'est pas le problème. La question, c'est à quel moment on déploie des troupes. Est-ce qu'on a besoin d'un cessez-le-feu? Trump a oublié ça en Alaska. Évidemment, le Kremlin est absolument contre les garanties de sécurité en disant que c'est une cible, mais ça, c'est la rhétorique habituelle. Mais si on déploie des troupes, ça sera forcément une cible et on peut les protéger. Les Ukrainiens arrivent quand même à se protéger. Surtout ce qui a été tiré, ils ont quand même réussi, en gros, à abattre, si vous voulez, 40% de ce qui est tombé. Hein. Donc là, on a on a un aspect militaire, mais qui est le plus facile d'une certaine manière. On a un aspect diplomatique. Et puis, il y a vous, il y a nous, il y a les opinions publiques. Il faut de la pédagogie. Il est clair que, encore une fois, il faut qu'on réfléchisse à ce qui se passerait si on laissait tomber l'Ukraine. Si l'Ukraine capitulait. L'Ukraine ne capitulera pas. Les forces morales l'emportent sur les forces physiques. Alors, c'était ma question à Anna, puisque vous travaillez beaucoup sur les opinions en Ukraine. Est-ce que effectivement l'Ukraine ne capitulera pas? C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu le sentiment qu'il y avait une sorte de fatigue en Ukraine, des Ukrainiens eux-mêmes, par rapport à la mobilisation, les hommes qui refusaient d'aller dans l'armée, etc. Mais aussi, question subsidiaire, mais comment l'Ukraine regarde l'Europe, l'Union européenne et nous dans ce rapport à cette guerre? Alors moi, je vais faire des enquêtes de terrain en Ukraine en me focalisant notamment sur les questions de l'engagement de la société dans la guerre. La manière dont les Ukrainiens ordinaires s'engagent dans l'armée, la manière dont les Ukrainiens ordinaires s'engagent dans d'autres activités de défense qui ne sont pas forcément les armes à la main, dont ils contribuent en fait au fonctionnement des forces armées. Donc mon prisme est bien celui-là. Alors déjà, je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure aussi de ce que le discours de la fatigue est aussi un discours. Je suis désolée si ça peut paraître un peu une répétition de ma part. La fatigue de la société ukrainienne et les problèmes de mobilisation, c'est aussi un discours que la Russie a contribué à installer dans nos opinions ici. Et on voit très bien les campagnes par lesquelles la Russie, en fait, va prendre des faits qui sont des faits réels, des gens qui refusent de partir combattre, dans quelle société il n'y en aurait pas, va en fait le faire circuler à la fois à l'intérieur de la société ukrainienne via des fausses chaînes sur les réseaux sociaux, la diffusion mécanique, l'amplification d'un certain nombre de discours, où ça va être repris également par chez nous, par nos médias, et tout d'un coup devenir un énorme problème.
Ça, sur la question de la mobilisation et sur la question des désertions, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi l'Ukraine, l'année dernière, avant l'été, il y a eu un moment où on ne parlait que de ça. Et quand j'allais en Ukraine à ce moment-là et que je discutais avec les gens qui étaient très engagés dans ces questions de recrutement militaire, avec plein de critiques à formuler à l'égard de l'organisation, ils disaient mais non, en fait, nous n'observons pas sur le terrain ce que semblent décrire de long en large et en travers les médias occidentaux. Ils ont identifié, la Russie identifie très bien nos vulnérabilités. C'est une parenthèse, et après je reviens aux Ukrainiens. Et nos vulnérabilités, c'est la présence d'un débat public, c'est la présence d'une scène politique où la critique peut être formulée. Et je pense que, alors, vous voyez, est-ce que nous serons l'objet de l'hostilité russe de demain? Nous le sommes déjà aujourd'hui par le biais d'une destruction interne en utilisant nos forces et en les transformant en faiblesse et en fragilité, en utilisant nos outils sans que les opinions en soient forcément conscientes. Et ça, je pense qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui de révélation, d'explicitation des attaques informationnelles russes. Je pense que c'est un travail, c'est pas uniquement de la pédagogie, nous avons besoin de prendre conscience de ce que la Russie est en train de faire comme acte de déstabilisation dans nos pays. Si l'on parle par exemple, pourquoi est-ce que les Baltes sont tout particulièrement inquiets outre leur positionnement par rapport à la Russie, leur faiblesse numérique, leur proximité géographique, etc. C'est aussi parce que depuis des années, en fait, la Russie utilise un outil extrêmement efficace, qui est l'usage des communautés de russophones dans les États issus de la disparition de l'URSS. C'est-à-dire ces minorités qui existent dans plein de pays d'ex-URSS, Moscou intervient militairement, soi-disant pour les défendre et soi-disant pour répondre aux appels de ces civils qui seraient discriminés par exemple dans leur pays. La Russie est intervenue pour protéger des russophones en Géorgie. La Russie est intervenue pour protéger soi-disant des russophones dans le Donbass. Et bien évidemment, dans ces États baltes, vous avez des minorités qui parlent russe et dans ces sociétés-là, on a très peur que Moscou souhaite sauver ces minorités. Donc il n'y a pas que ce que Moscou dit. Il n'y a pas que la question de la rationalité, il y a ces outils. Et cet outil d'utiliser en fait des relais de la Russie sur place pour créer de la déstabilisation et ensuite pour intervenir, c'est quelque chose que l'État russe fait de manière récurrente. Je ferme ma parenthèse sur nos fragilités en fait qui sont exploitées par la Russie pour revenir aux Ukrainiens. Les Ukrainiens que je rencontre, alors c'est vrai que j'ai le biais de rencontrer des gens qui font quelque chose. Et qui sont actifs dans la société, mais quelque part c'est eux aussi qui font la défense et la protection du pays. Pour ceux qui font quelque chose me disent nous n'avons pas le choix parce que de toute façon si on arrête et que Moscou arrive jusqu'ici, nous, nos familles, nos proches et tous ceux à quoi nous tenons sont exterminés. Donc de toute façon, fatigués ou pas, avec des ressources ou pas, nous continuons. Il n'y a pas, trop d'autres possibilités. Et face à une Russie en fait qui n'avance que par la masse, il faut bien se dire que les capacités de la Russie ne sont pas tant qualitatives que quantitatives. Elle met toujours plus d'hommes sur le front. Elle envoie toujours plus de missiles et de drones pour saturer l'espace aérien ukrainien et faire en sorte que, les missiles sont interceptés de manière assez efficace, mais il y en a tellement qu'un certain nombre vont tomber. Donc face à cette démarche d'écrasement par la masse, les Ukrainiens, en permanence, depuis le début de cette guerre, répondent par des choix qualitatifs et des transformations qualitatives. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de recruter plus d'hommes, parce que plus d'hommes, ils n'en ont pas. Enfin, il y a de la ressource, bien évidemment, mais l'idée n'est pas non plus de vider la société, qu'elle soit complètement exsangue, en fait, de toutes ces personnes en âge de combattre, mais de trouver des moyens de faire autrement.
Et par exemple, le développement de cette même technologie des drones a participé de cela. La robotisation actuelle et l'usage de robots, y compris terrestres, participe à cela. Ils cherchent à innover également dans la manière de entraîner leurs soldats, dans la manière de recruter les personnes les plus ciblées pour des postes donnés, pour la manière de communiquer également sur la guerre. Et les Ukrainiens sont une population qui est extrêmement consciente en fait de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est très impressionnant de voir à quel point on est dans une société qui est en train de faire la guerre tout en la racontant et en la documentant. Ils se préparent déjà à l'après-guerre. Alors comment est-ce qu'ils nous voient là-dedans ? Eh bien, à la fois, il y a une très grande reconnaissance pour ce soutien et cette solidarité qui a permis à l'Ukraine aussi d'atteindre ses capacités. Il a fallu qu'il y ait en fait cette protection, ces armes fournies, ces outils de renseignement, ce conseil, ce soutien financier, l'accueil des réfugiés, etc., pour que précisément à un moment donné, le pays se regroupe et ait les ressources pour faire face. Et je pense qu'ils réalisent à quel point c'est précieux. Ils sont conscients de faire la guerre à notre place, et ça, c'est vrai, ça nous est vraiment, ça dit à nous Français explicitement en fait à chaque fois que l'on est en Ukraine. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en train de se renverser, et c'est assez étonnant de dire ça, où les Ukrainiens disent, en fait, demain, ce sera à nous de vous apprendre comment faire, de nous apprendre à comment faire qu'une société qui ne s'est jamais envisagée dans la guerre, comme c'était le cas de l'Ukraine avant 2014, trouve en elle des ressources pour résister, se réorganise. Comment faire pour que l'initiative puisse émerger ? Comment faire pour entraîner et former ? Je discutais pas mal avec des experts, des ONG ukrainiennes sur les questions de la formation des militaires. Ils disent, que nos soldats soient formés par des instructeurs occidentaux, c'est très très bien, mais en réalité, on a autant à apprendre aux instructeurs occidentaux que les occidentaux ont à nous apprendre, voire plus. Et donc aujourd'hui, en fait, notre relation avec l'Ukraine, on peut l'envisager un peu autrement. On n'est pas juste les forts qui sont en train de réfléchir à comment aider un faible. En réalité, l'Ukraine devient aujourd'hui un allié clé de la sécurité européenne. Et je pense qu'il faut choyer notre allié parce que lui, en fait, il a l'expérience qui nous permettra à nous d'être forts. Non, mais je crois que si on compare, par exemple, avec la situation de la France entre 1939 et 1945, la coupure entre le front et l'arrière, vous vous souvenez de ça ? C'est pas du tout le cas en Ukraine. Parce que en France, c'était un combat bilatéral avec l'Allemagne, un de plus, comme disait Pétain, un de plus, un troisième. On a perdu le premier, on a gagné le deuxième en 19, on a perdu le troisième, et puis on se prépare pour la suite. C'est pas du tout ce qui joue, c'est la formation d'un État-nation libre et souverain. C'est beaucoup plus profond, si vous voulez, hein, et c'est tout à fait nouveau dans l'histoire d'Ukraine. Donc l'enjeu est très clair. Je me permets de citer, cher Pierre, une de tes collègues, Florence Aubenas, qui rentre d'Ukraine en septembre 2023. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre en Ukraine aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Dans les villes libérées, les Ukrainiens ont vu ce qu'avaient fait les Russes et leur rouleau compresseur contre l'identité ukrainienne. Déportation des enfants, répression, enfin tout ça, et il y a de plus en plus d'informations sur ce qui se passe. D'ailleurs, il y a des associations ukrainiennes qui travaillent sur ce sujet. Et donc, et d'ailleurs, alors, ça il n'y a pas de plan B. Et par rapport à la question précédente, je peux être encore plus précis dans la réponse. Si on ne veut pas se battre contre les Russes sur nos territoires, il faut agir sur le territoire ukrainien. C'est le même théâtre. C'est le même théâtre. C'est le même théâtre. Ça m'amène. Et ça, il faut le comprendre. C'est le même théâtre. C'est aussi une guerre contre l'Europe. Et ça m'amène à une question qu'a abordée Anna, mais sans aller plus loin, qui est celle des guerres informationnelles, de cette guerre hybride qui est menée sur le territoire européen sous forme à la fois de guerre informationnelle avec de la désinformation, mais aussi on a eu récemment cet exemple des têtes de cochon
déposés devant des mosquées dans la région parisienne et qui est assez révélatrice, puisque l'éleveur breton auprès de qui elles avaient été achetées a trouvé que les acheteurs étaient un peu suspects. Il a pris la photo de leur voiture qui était immatriculée en Serbie, et donc avec visiblement une connexion russe via la Serbie. J'ai vu d'ailleurs, mais on n'a pas plus d'informations, qu'il y a des gens qui ont été arrêtés en Serbie par le gouvernement, par la police serbe, en rapport avec cet épisode à Paris. Mais on avait eu récemment, plus en avant, les tags antisémites au musée de la Shoah ou sur les murs de Paris. Qu'est-ce qui se joue là? Est-ce que la société française est équipée pour faire face à cette guerre-là, qui n'est pas une guerre de missiles, de bombes et de destruction? D'abord, à partir du moment où on comprend ce qui s'est passé, on va progresser dans l'interprétation. Ce qui se passe en ce moment, et on n'en est qu'au début, comme l'a dit la semaine dernière la première ministre du Danemark à propos des drones. C'est le début de la guerre hybride. Aujourd'hui, dans la doctrine russe, et dont je ne suis pas spécialiste, il y a 3 éléments différents. Je laisse de côté le nucléaire et le spatial. Il y a le champ de bataille. Et là, en gros, c'est à peu près bloqué. Progression très faible, à des coûts très élevés, mais dont le Kremlin se moque complètement. Il y a la dimension aérienne, drone, etc., etc. Et là, en effet, on découvre nos vulnérabilités. On est mal équipé. On mobilise des avions, des Rafales ou des F-35 américains pour détruire des drones leurres qui coûtent quelques dizaines de milliers d'euros. On n'est pas équipé, mais on va apprendre très vite. Mais il y a un 3e élément sur lequel on est beaucoup moins équipé parce qu'on l'ignore, c'est ce que le chef d'état-major des armées russes, M. Gerasimov, a lui-même formulé il y a déjà plusieurs années, la fameuse doctrine Gerasimov sur la guerre informationnelle. Alors, il a d'ailleurs tellement privilégié la guerre informationnelle qu'il a un peu négligé la guerre classique sur le terrain. Et d'où les échecs autour de Kiev très tôt, en février-mars 2022. Donc, échec sur le terrain. Et l'armée russe n'a pas les moyens matériels, logistiques, des ambitions du Kremlin, vers lequel remontent des informations qui sont parfois douteuses. On ne le sait pas, mais il n'est pas toujours bien informé dans les détails. Mais ça, c'est classique dans les régimes autoritaires. On donne les chiffres qui conviennent. D'ailleurs, Prigojine l'avait déjà dit. Ce à quoi on n'est pas préparé, si vous voulez, ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que ces actions-là s'inscrivent dans une stratégie militaire, militaro-civile, de guerre, ce que Gerasimov appelle la guerre informationnelle. Alors là, on est en train de réagir là-dessus, puisque, je ne sais pas si je peux le dire, mais on avait contacté à un moment un général pour participer à des débats ici, au FIG en général, qui vient d'Ukraine et de Moscou, mais qui est attaché d'état-major aujourd'hui auprès du chef d'état-major des armées sur influence, guerre informationnelle et anticipation stratégique. Donc on comprend, de même qu'on a compris assez vite la dimension cyber. On a un cybercommande en France aujourd'hui. Donc on n'a pas encore, je dirais, de commandement informationnel. Mais je crois qu'on apprend vite. Et en effet, Anna a absolument raison. Aujourd'hui, malheureusement pour le peuple ukrainien, mais notre école de guerre, elle est sur le front ukrainien. C'est eux qui nous... D'ailleurs, il y a déjà des coopérations industrielles sur la fabrication des drones. Le bricolage est devenu très efficace. C'est vraiment la dialectique du faible au fort, ou ce que j'appelle les forces morales contre les forces physiques. Mais encore une fois, ma conclusion, c'est que c'est le même théâtre. Et donc, il faut tout faire pour qu'ils tiennent. Et puis, le moment venu, les épauler sur le terrain, militairement. Puis-je me permettre une touche optimiste? Ça fait du bien, non? Oui, oui. Je reprendrai
la réflexion d'un de mes collègues, qui est le chercheur britannique Mark Galeotti, qui a pas mal travaillé justement sur la question de l'hybridité dans la guerre, de l'usage de différentes choses comme armes de combat. Il a publié un bouquin qui a le très joli titre The Weaponization of Everything, l'arsenalisation de tout, hein, où tout en fait, où il montre que tout, information comprise, peut être utilisée comme arme de guerre, mais économie, culture, éducation, enfin voilà, tout ça, ça peut être, ce n'est pas fait pour faire la guerre, mais tout peut être utilisé comme outil de guerre. Et Galeotti dernièrement nous dit dans un podcast qu'il fait et que je vous encourage à écouter. En réalité, on se focalise beaucoup sur la stratégie de Vladimir Poutine, mais en réalité, il serait tout aussi heuristique et riche d'enseignements de se focaliser sur les ratés de Poutine, sur ce que la Russie ne prévoit pas et sur ce que la Russie fait mal et anticipe mal. Et en l'occurrence, cette guerre, nous pouvons la décrire aussi comme une guerre de ratés, c'est-à-dire un objectif affiché par la Russie qui est inatteignable, comme le disait Michel Fouché, une méconnaissance, une incompréhension de ce qu'est la société et les forces armées en face, une méconnaissance de l'état de ses propres forces armées, une anticipation d'une Europe qui ne réagirait pas et qui ne serait pas en capacité de soutenir l'Ukraine, etc., etc. Et aujourd'hui, par exemple, avec cette stratégie d'envoi des drones, qui n'est pas complètement attribué à la Russie, mais il y a quand même un faisceau d'indices qui nous montre que probablement la Russie est pour quelque chose. Il y a peu de chances que ce soit uniquement des drones destinés à filmer des mariages qui soient arrivés au-dessus des aéroports par hasard. Eh bien, l'objectif, là, il est, voyez, pour ces drones qui, me semble-t-il, n'étaient pas chargés en explosifs, était davantage précisément de jouer sur les paniques, les représentations, l'idée de susciter en fait une réaction de l'OTAN et puis de montrer en fait par cette réaction à quel point l'OTAN était impuissante, de créer de l'inquiétude au sein de nos sociétés. Et Galeotti a une idée intéressante et dit si en fait ça avait l'effet inverse. Si finalement prendre compte, si ça pouvait agir sur nous comme un vaccin, comme le vaccin, inoculer une petite dose pour nous immuniser contre quelque chose. Si finalement faire rentrer l'idée que, en fait, oui, il y a une menace, y compris une menace militaire. Le drone est véritablement une arme de combat. Cela nous aidait quelque part à prendre conscience d'un certain nombre de choses, de nous organiser, de réfléchir à la défense anti-drone qui, pour l'instant, est dans un état, on va dire, pour être gentil, embryonnaire. Et finalement profiter en fait de ces anticipations erronées du pouvoir russe, arrêter de voir la Russie comme toute puissante et la voir comme finalement l'est souvent un régime autoritaire, à savoir extrêmement aveugle à la fois à ce qui se passe à l'intérieur de sa propre société et à ce qui se passe à l'extérieur. Optimisme mesuré. Non, mais si vous voulez, je crois que c'est très important. Il faut mettre en corrélation la rhétorique et les réalités sur le terrain. Et plus il y a des faiblesses ou des ratés, plus la rhétorique est bruyante et impressionnante. La rhétorique actuelle, y compris en Alaska, parce qu'on a eu quelques échos de ce qui s'est dit entre les deux présidents, c'est que la victoire de la Russie est inévitable. C'est ça le discours actuellement. Depuis le 15, c'est inévitable. C'est même pas la peine, chers amis, de M. Trump, d'aider ces pauvres Européens. De toute façon, on va gagner parce qu'on est les plus forts. Et Trump, il a acheté ça. Il dit, il est en train de changer. Vance est en train de changer. Mais il disait à Zelensky, mais pourquoi vous luttez? Vous êtes plus faible. Il ne comprend pas. C'est le problème de ce président, entre autres. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas le conflit. Il ne comprend pas la guerre. Non seulement l'ignorance historique, mais il ne comprend pas cette dialectique du faible au fort, qui est le principe de la dissuasion française. La dissuasion française, c'est la dissuasion du faible au fort. Encore une fois, force morale, force physique, Clausewitz. Et donc, il y a cette idée que c'est inévitable, que la volonté du tsar suffit à l'emporter, il suffit qu'il soit très déterminé pour l'emporter. Donc on ignore les limites, les failles,
de l'appareil militaire, hein, où on ne veut pas le voir. Mais d'ores et déjà, une des raisons pour lesquelles dans les appareils d'État en Europe, on n'a pas voulu voir ce qui se passait. D'abord, on était très mal informés. Ça, c'était un choix parce que un autre problème qui vient de loin, notamment en France et en Allemagne, c'est qu'on a toujours regardé l'Ukraine à l'ombre de la Russie. Hein, on n'a rien fait sur la Crimée parce qu'il fallait garder le marché russe. Et il fallait bien s'entendre avec le Kremlin. Hein, moi, j'étais dans les pays baltes. Un jour, un directeur du Quai d'Orsay m'a dit « Les pays baltes, ça n'existe pas ». Je ne dirai pas qui m'a dit ça. Il est toujours actif. C'est souvent sur les chaînes de télévision. Quand on avait des projets culturels, hein, les pays baltes n'existent pas. Hein, parce qu'on avait un lien formidable avec cette très belle et romantique Russie, le Bolchoï, l'Ermitage, la galerie Tretiakov, etc. On a été aveuglés. Hein. Donc, si vous voulez, pour moi, quand il y a cette rhétorique agressive du Kremlin, j'essaye en effet de déceler les faiblesses que ça cache. Mais c'est des faiblesses qui ne sont pas forcément acceptées ou connues du Kremlin. Donc ça, c'est aussi un élément d'optimisme que je partage. Je vais juste revenir sur Trump une minute avant de passer aux questions de la salle. Préparez-vous. Est-ce que l'une des principales faiblesses de l'Europe, finalement, n'est pas sa dépendance vis-à-vis d'un président américain qui est à peu près ce que tu as décrit tout à l'heure et qui nous oblige à faire la danse du ventre devant lui en permanence, avec parfois des moments assez indécents de complaisance et de flagornerie, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas construit l'autonomie stratégique dont on parle depuis si longtemps sans l'avoir faite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le tournant est vraiment pris? Est-ce qu'on peut... alors, j'entends bien la coalition des volontaires, etc., mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? J'ai publié un texte d'analyse dans Le Grand Continent il y a quelques mois, et je disais, je me cite, je m'excuse, les Européens doivent cesser d'invoquer la défense de l'Europe et s'engager au plus vite à la mettre en œuvre. Il faut qu'on s'engage à la mettre en œuvre seul, même avec des armes américaines. On a besoin du renseignement américain. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais on a besoin d'une espèce de parrain, si j'ose dire, à la Maison-Blanche. On l'a déjà, le parrain, mais il n'est pas le nôtre. Hein. Donc, le pas à franchir, c'est ça. Et d'ailleurs, Anna le sait mieux que moi, les Ukrainiens nous trouvent un peu timorés. Hein. Oui, mais soyons clairs. Ce que tu dis est une position, une psychologie française, parce qu'on a l'arme nucléaire, on est une puissance avec sa force de dissuasion. Quand on est polonais, allemand, danois ou portugais, la défense ultime du territoire, elle est entre les mains du président américain. Non, pas en Finlande. Pas en Finlande. Si, depuis qu'ils sont dans l'OTAN. Oui, mais ils ont gagné la guerre d'hiver par eux-mêmes. Hein. Oui. Et ils sont respectés. Non, je crois, il faut lire ce que dit le président Stubb. C'est très intéressant. Il est, les Polonais, c'est plus compliqué à cause de la diarchie au pouvoir. Non, je crois que les choses bougent. Le soulagement qu'il y a eu en Pologne quand Trump a annoncé qu'il laissait les troupes américaines stationnées en Pologne était sur tout l'échiquier politique polonais. Oui, parce que vous connaissez la géographie de la Pologne, hein, entre la Russie et l'Allemagne. C'est quand même pas facile. Hein. Voilà. Non, je crois que les choses bougent, et je crois que les choses bougent, mais il faut qu'on si vous voulez, l'autonomie stratégique, ça consiste à agir par soi-même, avec ses propres moyens. Et dans un monde où les représentations ont beaucoup d'importance, le déploiement de troupes franco-britanniques en troisième ligne pour protéger Kiev et le Dniepr, ça va faire une sacrée rupture psychologique. Bon, écoutez, on passe à vos questions, qui, j'imagine, sont nombreuses. Est-ce qu'on peut peut-être avoir de la lumière dans la salle? Voilà, bravo. Je ne vois pas de main levée. Ah, là-bas. Bonjour.
Bonjour. Donc pour essayer de rester dans un ton un peu optimiste malgré la gravité du sujet, est-ce que avec justement le conflit et la place de l'Ukraine, on n'est pas en train de passer à un carré de Weimar par rapport à la référence du triangle de Weimar du géopolitologue américain Zbigniew Brzezinski, qui pourrait marquer à terme l'autonomie stratégique enfin atteinte par l'Europe, surtout quand on voit que une de nos grandes différences avec la puissance américaine, c'est l'absence de terrain d'opérationnalisation de nos armes par rapport aux États-Unis qui font la guerre en permanence. Est-ce que ce carré de Weimar à venir ne pourrait pas à terme marquer l'autonomie stratégique de l'Europe? Je peux répondre. Je me permettrai de vous corriger. Le triangle de Weimar, ce n'est pas Brzezinski. C'est une idée de Genscher, ministre allemand des Affaires étrangères, qu'il demande à son collègue et ami Roland Dumas, ministre français, de mettre en œuvre pour faciliter le rapprochement germano-polonais sur le modèle du franco-allemand. Parce qu'après l'unification de l'Allemagne et la reconnaissance un peu forcée de la frontière Oder-Neisse, l'Allemagne devait reconstruire sa relation avec la Pologne. Willy Brandt s'était agenouillé à Varsovie, tout le monde le sait, mais ça ne suffisait pas. Et donc le triangle de Weimar, c'est une espèce de format, comme on dit en diplomatie, qui permettait de créer un cadre favorable au rapprochement germano-polonais, qui n'a rien d'évident, encore aujourd'hui, avec un tiers facilitateur qui était Roland Dumas. Brzezinski, c'est autre chose. Même si, à la fin, on peut aboutir à ce résultat Weimar+. La thèse de Zbigniew Brzezinski, donc Brzezinski, c'est le même niveau que Kissinger, à mon avis supérieur, un Polonais d'origine, conseiller de Carter, grand connaisseur de l'Union soviétique, mais polonais, enfin polono-américain. Dans le grand échiquier, il explique, il y a d'ailleurs une carte, que, en fait, il faut réorganiser l'espace européen autour d'une espèce de pilier démocratique qui va de Paris à Berlin, à Varsovie et à Kiev. Il écrit ça en 1998. Lorsque, je peux, une petite mention personnelle, scientifique, si j'ose dire, pas du tout, enfin personnelle. Lorsque j'accompagne le ministre des Affaires étrangères à Kiev en juillet 1998, à la demande du président Chirac, on était en cohabitation, vous vous souvenez, mais on avait une marge de manœuvre. Je dis au ministre, dans l'avion, on survolait Tchernobyl d'ailleurs. C'était Védrine. Je lui dis, ton homologue, dans le privé on se tutoyait, en public on se voyait, ton homologue va te parler de ça. On arrive, le président Kouchma nous demande une aide financière, déjà, un coup de main de la France au Fonds monétaire international, il y avait déjà, parce que c'est bien d'être indépendant, mais il n'y avait pas de fric. Donc on a dit oui, et puis après, j'ai dit, tu vas voir, il va te parler du schéma de Brzezinski, dans son dossier, il y avait la carte. Et en effet, déjà en 1998, les dirigeants polonais, sous l'influence, les dirigeants ukrainiens, sous l'influence des Polonais, avaient ce schéma en tête. Et pour eux, à terme, c'était l'OTAN. Bon, le président Chirac, on venait préparer son voyage. Il a fait le voyage au mois de septembre 1998. Sur l'Alliance Atlantique, il a été assez flou, mais il n'a pas fermé la porte. Il avait bien compris. Mais notre priorité, c'était Moscou. Il ne fallait pas fâcher Moscou. Et on était plus sur un schéma de neutralité à l'autrichienne et à la finlandaise. Alors, ce que vous dites, en effet, après-guerre, l'Ukraine aura un statut d'État associé à l'Union européenne, le temps de remettre à niveau tout ce qui doit l'être, comme pour d'autres États, mais il n'est pas nécessaire que l'Ukraine soit pleinement intégrée à cette structure elle-même en évolution,
à cause de la guerre d'Ukraine, pour avoir ce qu'on appelle encore une fois en diplomatie des formats de dialogue à 4. Ça, c'est très très important. Donc ça a été utile, ce format Weimar, tant que les relations germano-polonaises étaient bonnes. Mais vous vous souvenez que dans les dernières élections présidentielles en Pologne, Donald Tusk a été accusé d'être un agent de l'Allemagne par les nationalistes polonais. Donc le germano-polonais, ça ne va pas de soi, parce qu'on peut toujours instrumentaliser l'histoire. Et les nationalistes polonais demandent des réparations à l'Allemagne. Alors tout ça a été réglé en 91. Vous voyez ? Donc, et les relations polono-ukrainiennes, elles sont compliquées. Parce qu'il y a des cadavres dans le placard, il y a eu des massacres en Volhynie, en Galicie, ça n'a pas été réglé, ça prendra du temps, comme entre la Hongrie et la Slovaquie et l'Ukraine, il y a des problèmes de frontières, des changements, etc. C'est compliqué, il y a du bilatéral compliqué, mais ces cadres-là permettent d'avancer, vous avez raison. Mais ça sera vraiment pour la conférence du FIG en 2036. En haut, d'accord, oui. Oui, on m'entend ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup d'abord pour vos échanges, c'était très intéressant. Pour rester sur l'intégration européenne de l'Ukraine, on sait que l'un des objectifs du gouvernement de Vladimir Poutine, c'est l'affaiblissement de l'Union européenne. Or, l'une des réponses de l'Union européenne suite à l'agression russe, ça a quand même été de lancer une procédure d'adhésion accélérée pour l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et alors je parle pas russe, donc j'ai peut-être oublié passer quelques épisodes, mais j'ai pas entendu d'opposition très hostile de la part ni de Lavrov ni de dirigeants russes face à cette position européenne. En tout cas, rien de comparable par rapport au refus catégorique de la Russie quant à l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Donc, est-ce que ça démontre pas finalement que ce serait, en l'état actuel des choses, une fausse bonne idée que d'intégrer de manière précipitée l'Ukraine, que d'affaiblir l'Union européenne? Et puis peut-être pour rester sur la question de l'intégration, il y a aussi les élections là en ce moment en Moldavie. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire selon vous entre la situation ukrainienne et la situation moldave, où il y a quand même aussi en Moldavie, on est dans une dynamique d'intégration européenne. En tout cas, il y a un fort lobbying de la part d'Emmanuel Macron et de certains dirigeants pro-européens dans ce sens, alors qu'il y a quand même une région séparatiste aussi pro-russe, la Transnistrie. Est-ce que cette volonté d'intégration de l'entièreté de la Moldavie, en faisant fi un petit peu, en tout cas dans les discours officiels, de la division interne moldave sur la question, n'est pas une erreur qui risque de nous remettre dans la même situation que ce qu'on connaît en Ukraine aujourd'hui? Est-ce que nous avons bien 3 quarts d'heure pour répondre à Non. tout ça? Alors, peut-être, oui, de manière un peu sommaire. L'une, me semble-t-il, des caractéristiques de la manière dont le Kremlin perçoit l'Union européenne, c'est que l'Union européenne ne compte pas. Seul compte précisément le bilatéral, les États. Vladimir Poutine, en fait, a jusqu'à maintenant, les institutionnels au pouvoir russe ont manifesté un très grand mépris à l'égard des acteurs de l'Union européenne et de l'Union européenne en tant qu'institution. Il y avait avec des épisodes marquants comme un accueil assez humiliant de Josep Borrell à Moscou à l'occasion d'une visite. Donc, à mon sens, mais peut-être que je me trompe parce que je suis un petit peu en dehors de mon aire de spécialité, le discours ou le non-discours du pouvoir russe en disant oui, enfin, membre de l'Union européenne, ok, me semble traduire plutôt l'idée que les vrais enjeux sont ailleurs. Et qu'au fond, ça ne compte pas. Et je pense que la Russie a la conviction qu'elle peut, grâce à ses entrées dans différents États, grâce à ses alliances avec des pouvoirs politiques, notamment d'extrême droite de différents pays, qu'elle peut de toute façon faire exploser de l'intérieur ce truc qui, par ailleurs, ne comporte pas de dispositif de défense et de dispositif militaire. Donc, bon. Mais en même temps, Moscou est de temps à autre, plus l'Europe est présente en tant qu'acteur, plus Moscou commence à être agacé par l'Union européenne. Donc ce discours-là peut être également changé. Pour ce qui est de la Moldavie, n'oublions pas que la situation transnistrienne
donc cette zone séparatiste, cette bande de terre séparatiste qui est un État autoproclamé à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, qui était le centre industriel en fait de la région pendant l'époque soviétique, où également stationnait une base de l'armée soviétique, raison pour laquelle il s'agit d'une région russophone, parce qu'il y avait beaucoup de migration de travail autour de l'industrie et qu'il y avait pas mal de militaires. Eh bien, le maintien de cette région dans son état de territoire de facto séparatiste est maintenu par la Russie, et notamment par une stratégie de gestion de l'approvisionnement énergétique qui a fait en sorte à la fois que la Transnistrie reste durablement dépendante de Moscou pour son approvisionnement en énergie, mais aussi que Chisinau, que la capitale moldave, enfin que la Moldavie reste également dépendante de la Transnistrie, de sa région séparatiste, en termes d'approvisionnement. Donc on n'a pas, si vous voulez, le conflit qui peut apparaître comme un conflit interne à la Moldavie est en réalité une partie intégrante de la stratégie de la Russie dans la région et une partie intégrante de cette guerre. Donc ne nous y trompons pas. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle nous avons craint tellement les déstabilisations dans ce contexte d'élections moldaves, qui peuvent encore venir, hein, elles ne sont pas forcément là uniquement au moment de l'élection, parce que précisément, dès qu'il y a une instabilité interne et une conflictualité interne entretenue par Moscou, c'est un levier pour Moscou. Donc, quelque part, l'intégration de la Moldavie dans l'Union européenne priverait également la Russie de ce levier dans la région. Mais n'oublions pas, juste une précision, que l'équipe de football de Transnistrie participe à la Coupe d'Europe. Voilà. Michel ? Oui, sur la Moldavie, il n'y a plus de gaz qui vient de Russie parce que l'Ukraine a coupé le gazoduc. Hein. Il n'y a pas de frontière commune avec la Russie. Et l'Union européenne a compensé avec des sommes très importantes, plus de 400 millions d'euros, hein, pour éviter une crise politique avant les élections. Ça a joué un rôle très important dans le résultat des élections. Donc, on n'a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour bénéficier des points d'appui. C'est ce que j'appelle une structure d'association de fait. Et la Moldavie a été raccordée au réseau électrique. Exactement, Rumain. En ce qui concerne le Kremlin et l'Union européenne, c'est comme dit Anna, pour le Kremlin, la construction européenne, c'est une construction artificielle. Ils ne comprennent pas le post-national. Bon, très bien. Et puis encore une fois, ce n'est pas très gratifiant en termes de statut. Mais n'oubliez quand même pas que la révolte civique, citoyenne, populaire de Maïdan sur la grande place de Kiev, à partir du 21 novembre 2013, a été provoquée par le refus du président Yanukovych de signer l'accord d'association proposé par la Commission européenne sous pression du Kremlin. Il y a eu des appels téléphoniques. Donc, en fait, déjà en 2013, ce rapprochement était vu par le Kremlin comme une menace à la reconstitution d'une sphère d'influence. Parce que je dis à Pékin, oui, aussi à Moscou, et surtout à Moscou, on raisonne de nouveau en termes de sphère d'influence. Hein. Par conséquent, la question d'intégration. Alors après, c'est compliqué, il faudra faire de sur-mesure, hein, mais encore une fois, il y a des domaines où on n'a pas besoin d'avoir rempli les 31 conditions générales d'adhésion pour avoir des dialogues stratégiques qui existent déjà, des dialogues politiques, des dialogues diplomatiques, et agir ensemble. Il faut dissocier l'aspect institutionnel et économique de l'aspect stratégique. Et ça, c'est déjà parti. De facto, le président Zelensky est associé à toutes les réunions importantes à Bruxelles et ailleurs, et à la coalition des volontaires. Oui. Oui, bonjour. Ma question va être assez simple. Donc, si la Russie perd, quel traitement peut-on attendre à l'égard donc de ce pays de la part de l'Occident? Est-ce que ce serait davantage un traitement comme on a pu voir avec le traité de Versailles, donc extrêmement lourd et dur à assumer, ou un traitement plus en faveur d'une reconstruction comme ce qu'on a pu voir avec le plan post-Seconde Guerre mondiale? Ou pour tourner ça différemment, quid de la phrase d'Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie?
Merci Ne répète- Anna. il ne Anna répète plus, hein. se Il ne défausse répète- sur le diplomate, oui. Ah ben ça c'est un grand fantasme. Quand je suis parti en Lettonie, mon ministre Michel Barnier me l'a dit, il ne faut pas humilier la Russie. Hein. Comment? Barnier, il me l'a dit. Hein. Chirac me l'a dit. Il ne faut pas humilier la Russie. C'est bon, ça. Écoutez, lisez, il y a de très bons textes d'éminents journalistes sur cette question. Hein. On a un problème très concret, c'est l'usage des fonds russes, des fonds financiers qui sont placés dans le système financier européen, le système Euroclear à Bruxelles. Pour l'instant, on utilise les intérêts de ces sommes gelées qui sont en gros des dépôts en euros de la Banque centrale russe. C'est 350 milliards d'euros environ. On utilise les intérêts pour financer l'effort de guerre ukrainien. La question se pose de savoir si on peut confisquer tout ça. Jusqu'à maintenant, la France et l'Allemagne étaient plutôt contre à cause de la crédibilité du système monétaire, de la place de l'euro dans le système international, parce qu'on veut aussi, et c'est encore plus nécessaire maintenant, c'est un autre sujet, mais face à la politique volontariste de dépréciation du dollar menée par l'administration américaine, on veut renforcer le rôle international de l'euro, mais si on commence à confisquer les dépôts de banques centrales du Japon, de Corée, de Chine ou des Émirats dans les systèmes européens, on perd en crédibilité. Vous voyez, il y a une vraie difficulté juridico-politique. Le débat est en cours, les Allemands sont en train de bouger là-dessus. Bien entendu, dans le plan de paix initial de Zelensky, il y a une demande, une exigence de réparation, comme on disait en 1919, de la part de la Russie. Ça a toujours été évidemment écarté avec le plus profond mépris par Lavrov et les autres. Hein. Mais il faudra bien financer la reconstruction. Donc les choses bougent, mais vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a cette idée qu'il y a des règles. C'est comme les contrats de Total avec Yamal, on continue d'importer du gaz. C'est pas bien, mais la rupture des contrats, ça se fait pas non plus. C'est très compliqué les contrats à long terme. Donc il faut que des compensations. Vous voyez, les choses sont quand même, voilà. Alors ça va bouger assez rapidement. On importe encore un peu de gaz russe. En fait, ça passe uniquement par le gazoduc de la mer Noire Turkstream et ça va en Slovaquie et en Hongrie. Et peut-être un petit complément, encore faut-il savoir ce qu'on entend par la Russie qui perd, ce qui n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que si la Russie décide d'arrêter les hostilités et de geler le conflit armé, est-ce qu'on considérera qu'elle a perdu? Si un pouvoir change en Russie et qu'il renonce aux objectifs même de guerre, est-ce qu'on considérera qu'elle aura perdu? Mais dans ce cas-là, quelle relation on aura avec le nouveau pouvoir politique, ce qui arrivera? Hein, là, on n'est pas dans une hypothèse. Je pense que biologiquement, nous avons des chances de voir le post-poutinisme à relativement courte échéance. Ah non, pas du tout. À Moscou, ils ont décidé d'être immortels. À Pékin. Ah oui. Si ils ont parlé d'immortalité. 50 ans. Mais s'ils y arrivent, je deviens pro-russe pour avoir la recette. Bonjour, je me présente, Yves Depoux, professeur d'histoire retraité. Alors je partage un petit peu votre avis sur la Russie. La Russie a un énorme avantage, c'est son territoire et sa population. Alors quand on l'attaque, évidemment, c'est embêtant. Mais c'est aussi un grand désavantage, parce qu'elle est dépendante pour son approvisionnement de ses réseaux de transport, du transsibérien, du transsaharien, des bateaux de la mer Caspienne. Et je pense que l'Ukraine a intérêt à attaquer ces moyens de transport de façon à empêcher l'arrivée du matériel de guerre et des obus qui viennent de Corée, de Chine et d'Iran. Ensuite, ce que je ne comprends pas de la part de la France et en fait des États européens, c'est qu'il n'ait pas lancé des attaques Internet contre la Russie pour paralyser son système. Je sais pas, alors à la place de Macron, j'aurais recruté des centaines, voire des milliers de hackers pour attaquer la Russie et lui faire payer au centuple les bazars qu'elle nous fout. C'est comme ça. Je pense qu'avec un État puissant, il faut jamais s'écraser.
Et alors, autre chose, je voulais parler de ma réflexion, j'aurais jamais, par contre, pris des sanctions contre la Russie, parce que depuis Napoléon, les sanctions, blocus de Berlin, ensuite contre Cuba, contre le Vietnam, contre la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak, ça ne sert à rien qu'à renforcer le pouvoir de l'adversaire. J'aurais pas non plus coupé l'information, parce que il n'y a plus d'information russe, mais les Russes peuvent plus recevoir notre information. Je vais vous rassurer, 17% des capacités de raffinage de la Russie ont été détruites par les missiles ukrainiens. C'est un chiffre de septembre 2025, dans un rapport britannique que j'ai sous les yeux. Donc c'est l'objectif aujourd'hui. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont des missiles occidentaux. Biden ne voulait pas que les Ukrainiens se défendent en attaquant le territoire russe. On les a bloqués pendant 2 ans et demi. Aujourd'hui, ils ont bien compris qu'il faut riposter à l'intérieur du territoire russe. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça explique d'ailleurs l'intensification de la riposte russe avec les drones et les missiles. Et deuxièmement, bon, tout ça est bien documenté aussi. Le régime aujourd'hui à Moscou ne tient que par la guerre. Donc une défaite militaire, c'est une défaite politique. Mais qui décide qu'on a gagné ou qu'on a perdu? Vous voyez, c'est compliqué ça. Qui décide de la victoire? Il faut au moins un cessez-le-feu. Et peut-être question subsidiaire, qu'est-ce qu'une défaite pour une puissance nucléaire? L'histoire n'est pas très riche en la matière. Ben, pour l'instant, il y a une défaite russe par rapport aux objectifs initiaux. Oui. Je ne sais pas, Anna, vous êtes d'accord? Il y a une défaite russe par rapport aux objectifs. La prise de Kiev en 3 jours. L'opération militaire spéciale, une opération de police, n'est-ce pas, pour tuer les élites, et puis, etc. C'est un échec. En fait, il y a un échec. Il y a un échec stratégique par rapport aux objectifs initiaux. Donc, il y a une guerre d'usure et il y a un développement informationnel et dans l'espace. On en est là. Mais c'est le signe d'une certaine faiblesse. Alors simplement, ils ont les moyens de durer parce qu'ils ont réorganisé leur économie en économie de guerre. Mais les sanctions, contrairement à ce que vous dites, monsieur, sont beaucoup plus efficaces que ce que l'on dit. Toutes les analyses économiques sérieuses montrent l'impact des sanctions sur la Russie, sur l'économie russe. Et même le président German Gref de Sberbank, qui était contre la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Il l'a dit à Poutine, mais bon, lui, il a le droit de le dire, estime qu'on est en situation de crise économique en Russie. C'est pour ça que les questions énergétiques sont importantes. Et Trump, d'une certaine façon, a raison de dire aux Européens, arrêtez d'acheter du gaz russe et des engrais. Il a raison. De temps en temps, il a raison. Sur la question de l'accès à l'information, Reporters sans frontières, dont je suis le président, a monté une opération depuis le début de l'année. Nous louons un canal sur Eutelsat, sur le satellite Eutelsat, dont le contenu est produit par les médias russes en exil. Il y a plusieurs médias russes qui ne peuvent plus exister à Moscou, comme Novaya Gazeta ou la télévision Dozhd, etc. Et ils ont créé une sorte de consortium et ils produisent des contenus qui sont diffusés vers les territoires à population russe, que ce soit en Biélorussie, en Russie ou en Ukraine, depuis le mois de février. On n'a pas véritablement de moyens de savoir quel impact ça a. C'est quelque chose d'assez expérimental. On n'a jamais fait ça précédemment, mais voilà, c'est une initiative qui est assez novatrice, je pense. On n'avait jamais imaginé faire une chose pareille précédemment. La semaine dernière, au Conseil de l'Europe à Strasbourg, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a engagé un processus de formation d'une délégation des forces démocratiques russes. Vous voyez, on se bouge un peu. Alors, on a le temps pour une dernière petite question. Petite. Et s'il n'y en a pas, je vais remercier nos 2 intervenants. Merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Merci.